Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce 36e épisode du Balado L'état du monde. En ma compagnie, comme d'habitude, mon ami Jocelyn, comment ça va? Ça va très bien, toi? Super, merci. Oui. Je prépare pour des petites vacances la semaine prochaine, mais Ah bon? Ah je vais bon? être, je vais être Et, de, je vais être de retour vendredi pour notre enregistrement habituel dans OK. le Et même la décor. température s'y prête. Oui, 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 c'est l'été ici, là. Ouais. OK. C'est Donc, différent de chez nous où il pleut depuis à peu près 7 8 jours et il c'est fait entre 5 et 10 degrés. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me dit, mais les, les, les désordres climatiques, il faut croire qu'ils n'ont pas encore affecté le Kazakhstan, là. Oui. Bon, ben écoute, cette semaine, on a différents sujets. D'abord, le Dôme d'or, Ouais. le Golden Dome, qui a été évoqué par le président Trump il y a quelques jours. Donc, on va discuter de ça. Donc, en quoi ça consiste, les aspects techniques, la faisabilité, mais aussi euh, les conséquences sur la politique étrangère canadienne, parce que Mm. le Canada a annoncé son désir de faire partie de ce projet-là. Donc, on va revenir là-dessus. Et puis, moi aussi, en deuxième partie, je voudrais discuter d'une question qui est d'actualité, qui est fondamentale, mais dont on n'entend pas véritablement parler. C'est la baisse des cours du prix du pétrole. Mhm. Donc, je veux m'interroger sur les causes puis les conséquences que ça peut avoir sur l'économie globale, mais en particulier sur la Russie, parce qu'on en a déjà discuté. L'économie russe c'est le moins qu'on puisse dire, carbure grâce à la vente de ces hydrocarbures. C'est ce qui lui permet de financer sa guerre, de financer Mhm. son complexe militaro-industriel. La question qui se pose, c'est est-ce que la Russie va être en mesure de continuer à faire ça si le prix des cours du pétrole continue à baisser, Mm. comme c'est le cas à l'heure actuelle. Donc, ça pose différentes questions. Donc, on va discuter de ça. Bon, ben d'abord, commençons euh, avec le dôme d'or évoqué par Trump il y a quelques jours. Donc, en quoi ça consiste? C'est un système à couches multiples, un système défensif à couches multiples devant empêcher des drones étrangers de pouvoir opérer au-dessus de l'Amérique, de devoir aussi être en mesure de contrer d'éventuels missiles Ouais. balistiques intercontinentaux, mais surtout des missiles hypersoniques. Donc, Ouais. c'était il y a quelques mois déjà, je pense que c'était l'automne dernier, la Russie, vous vous en souviendrez, la Russie a lancé un missile Oreshnik, un missile hypersonique sur une ville ukrainienne. Mais avant de le faire, ils avaient téléphoné aux Américains pour leur dire, écoutez, on va lancer un missile hypersonique, c'est pas un missile à tête nucléaire, donc balancez-nous pas des missiles nucléaires en retour Ouais. sur la gueule. Mais l'idée, c'était de prouver qu'il y avait cette technologie-là entre les mains et qu'ils étaient capables de s'en servir et aussi qu'elle fonctionnait. Et puis, ben, les Américains, les systèmes de défense actuels antimissiles américains occidentaux sont incapables d'intercepter des missiles hypersoniques comme ça. Donc, on sait que la Russie en a. Puis la Chine aussi. Si la Chine en a pas en ce moment, en tout cas, ils sont Elle le là-dessus développe. Ouais. et elle le développe. Donc, il y a une vulnérabilité à ce niveau-là. Puis, donc, l'idée, en quelque sorte, là, du dôme doré, du dôme d'or, c'est de mettre un terme de combler ces vulnérabilités dans le système antidéfense américain. Donc, bon, de quoi on parle? 175 milliards de dollars. Et l'idée, c'est que ça pourrait être complété en 2029. Donc, d'ici là, la fin du mandat de Trump. Bon, euh, ça pose beaucoup plus de questions que ça nous procure de réponses. D'abord, Mm. la première question, est-ce que c'est faisable en 4 ans de développer un système aussi complexe que ça? On peut en douter. Maintenant, le coût, 175 milliards, ça c'est pour les 4 prochaines années, mais pour le développement subséquent de tout ça, ce qui pourrait s'étaler sur les 20 prochaines années, le coût total du projet pourrait monter à 550 milliards de dollars. Mm. Donc, l'autre question, c'est est-ce que, financièrement parlant, est-ce que c'est un projet qui fait du sens et qui pourrait être développé avec un budget aussi considérable? Puis on sait très bien que dans des histoires comme celle-là,
Les budgets sont jamais respectés, il y a des dépassements Voilà. fous. Donc, c'est des trucs là, qui pourraient coûter des sommes absolument faramineuses, alors que tu sais, les Américains, les États-Unis viennent d'être décotés, là. Aussi, comme le Québec il y a quelques Ouais. semaines. Donc, la capacité financière du gouvernement américain, c'est une autre question. Une autre question aussi qui est liée à l'aspect financier, c'est est-ce que le Congrès va valider la Mm. première tranche de 25 milliards de dollars? Parce qu'on sait dans le système politique américain, c'est pas le président, il peut bien lancer se lancer dans des projets comme ceux-là, mais au final, c'est le Congrès qui octroie, qui vote les subsides. Puis le Congrès pourrait très bien refuser de verser les sommes que Trump a besoin pour le développement de son projet. Donc, on va voir au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Une autre question, c'est est-ce que la mise en place d'un système comme celui-là pourrait fonctionner? C'est Mm. bien beau là, d'avoir des idées un peu, le projet Star Wars, qui rappelle le projet Star Wars du président Reagan dans les années 80. Si les États-Unis dépensent des centaines de milliards de dollars dans un projet comme celui-là, puis le système antimissile n'est en mesure que d'intercepter 75 ou 80 des missiles qui sont lancés contre les États-Unis, Mm. ben, est-ce que ça, ici, on sait très bien qu'il suffit d'un seul missile nucléaire pour détruire des villes tout entières. Est-ce que ça vaut la peine d'investir des sommes considérables dans un projet qui n'offre pas une garantie béton à 100% que ça va être Mhm. en mesure d'intercepter tous les missiles? Puis après ça, dernier C'était point, l'argument, c'était l'argument des opposants au projet de Reagan ben oui. il y a 40 ans. Qui coûtait à peu près, ça, on se reporte sur les sommes de l'époque, on est à peu Ouais, près là, dans des dépenses tout aussi ouais, faramineuses. Puis dernier point, avant que je te laisse discuter de l'aspect impact sur la politique étrangère canadienne, ben, c'est la réaction des ennemis des États-Unis. Donc d'abord la Russie. Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, lui a essentiellement a dit, ben, écoutez, si les Américains veulent se lancer dans ce projet-là, c'est leur droit qu'ils le fassent. Donc, les Russes n'ont pas nécessairement là, levé des boucliers par rapport à ça, mais c'est les Chinois qui, eux, mm, ont évoqué le risque que ça mène à une escalade dans l'armement, mais surtout que ça mène à une militarisation de l'espace. Il y a des traités internationaux là, contre la militarisation de l'espace. Bon, ça vaut ce que ça vaut. On sait aussi très bien que Trump, dans son premier mandat, c'est lui qui a mis en place aussi une des branches des forces armées américaines, le Space Force, donc la force ouais. spatiale. Donc, ce projet-là serait géré par cette branche-là des forces armées américaines. Donc, je pense que très clairement, dans l'esprit des Américains, en tout cas de Trump, il y a clairement une volonté de militariser l'espace. Donc, ça pourrait amener les Russes, les Chinois à en faire tout autant. Donc, là, on est en train d'augmenter en matière d'escalade, C'est l'escalade, ouais. c'est l'escalade. Et puis si on militarise l'espace, ben, il y a des risques de comment dire, de dommages collatéraux. Donc, plus on va Mm, lancer des missiles, des satellites dans l'espace, plus il y a des risques que des débris en viennent à frapper, heurter d'autres satellites. Donc, vous pouvez très bien vous imaginer que si vous avez une pièce d'un missile américain, un débris qui en vient à heurter un satellite chinois, puis le satellite chinois cesse de fonctionner ou explose dans l'espace, certains pays pourraient dire que c'est un casus belli. mm. Donc, quelque part, en quelque sorte, ici, c'est jouer avec le feu. Mais bon, je pense qu'en ce moment, comme je disais, il y a plus de questions que de réponses par rapport à ce projet-là. Est-ce que ça va se concrétiser? Tu Puis, pourrais tu sais, peut-être tu pourrais peut-être rappeler pourquoi on avait ce projet dans les années 60-70, donc avant Reagan, et que les deux grandes puissances de l'époque ont signé un traité de limitation des systèmes antimissiles pour assurer la pérennité de la dissuasion nucléaire. oui, c'est ça. Ben, c'est le principe de l'escalade. À un moment donné, on se dit, bon, il faut cesser à un moment donné, là. Parce que si vous le faites, on va faire la même chose. Puis comme on va matcher ce que vous faites, vous allez en faire plus, on va vouloir le matcher. Donc, ça cesse jamais, là. Et c'est Mhm. dans une logique comme celle-là d'escalade où il peut y avoir des erreurs qui peuvent être commises. Et puis un autre aspect aussi que j'ai pas évoqué, qui mérite peut-être d'être évoqué, euh, c'est l'aspect de la technologie.
On parle aussi le développement de l'intelligence artificielle, puis on se doute très bien que en grande partie, ce système-là du dôme doré va fonctionner en partie avec l'intelligence artificielle et il va y avoir une dimension autonome ou Mhm. autonome à ce système-là. Euh, Est-ce que c'est quelque chose, on doit se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose qu'on en vienne à rendre autonome des armes comme celle-là? Euh, pour la petite histoire, peut-être les gens en ont pas entendu parler, mais dans la littérature sur l'intelligence artificielle puis l'armement, c'est un exemple qui est extrêmement célèbre. C'est en 1983, c'est en Union soviétique, c'est le lieutenant-colonel Stanislav Petrov qui était en charge d'une, euh, d'une station radar dans la Mhm. région, dans le nord-ouest de l'Union soviétique, près de Saint-Pétersbourg. Et puis, son système, le système soviétique, le système informatique, a détecté un lancement de 5 missiles balistiques lancés par des pays membres de l'OTAN. Donc, s'il avait suivi, donc, il n'a pas fait ce qui devait être fait, heureusement, mais s'il avait suivi la chaîne de commandement, il aurait dû rapporter l'incident, l'information à son état-major à Moscou, qui aurait fort probablement dit, ben, c'est les Américains qui nous lancent et qui nous attaquent, donc on doit lancer nous aussi des missiles contre les cibles de l'OTAN, contre les États-Unis. Donc, Petrov, lui, s'est dit, le système informatique était récent. Donc, il s'est dit, j'ai des doutes. Donc, le système informatique est récent. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un bug informatique, d'une Mhm. part? D'autre part, il s'est posé la question, il dit, si l'OTAN devait nous attaquer, pourquoi est-ce qu'il ne lancerait que 5 ou 6 missiles nucléaires? Ça fait aucun Mhm. sens. S'ils devaient nous attaquer, ils en lanceraient des centaines et des centaines pour nous Ah oui, anéantir avant qu'on puisse lancer nos propres missiles. Donc, il dit, ça fait pas de sens. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'a pas renvoyé l'information à sa hiérarchie. Et on s'est rendu compte par la suite que le radar avait fait une mauvaise interprétation à cause de rayons solaires, un phénomène météorologique qui avait été confondu pour des tirs de lancement de missiles. Donc, ah euh, oui, donc le problème, et puis Petrov a été sanctionné par sa hiérarchie, et puis l'histoire, on n'en a pas parlé jusqu'à la fin de l'Union soviétique. C'est après 1991 que l'histoire est sortie, et puis là, les gens ont découvert que ce type-là, un, un- un- un lieutenant-colonel soviétique avait essentiellement sauvé la planète d'une ben oui, ouais. destruction, là. Puis on lui a remis des prix internationaux, etc., vers la fin de sa vie. Mais c'est ça. Le problème aussi du dôme doré, c'est qu'il y a beaucoup de technologie. Il va y avoir de l'intelligence artificielle. Puis lorsque de la technologie et de l'intelligence artificielle, il y a toujours une possibilité de malfonctionnement, de bugs informatiques avec des conséquences qui peuvent être absolument dramatiques. Donc, il y a aussi cette question-là qu'on va devoir se poser, l'humanité va devoir se poser à un certain moment, c'est est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas atteint une ligne rouge en matière de développement, d'utilisation de certaines technologies et qu'on est entré en quelque sorte là, d'entrer dans la logique des films Terminator, là, où on donne beaucoup Oui. trop d'autonomie, de liberté à un système informatique qui, s'il décide de mal fonctionner, pour X ou Y raison, peut mener à notre destruction. Donc, il y a aussi cet Mhm. élément-là dans l'escalade qui est associé au dôme doré qui est, ma foi, un petit peu préoccupant. Ouais. Vas-y, parle-nous de la réaction Oui, de notre ben nouveau écoute, premier ministre. alors je veux vous parler de ça, mais plus généralement, vous parlez de la relation avec les États-Unis. Mark Carney, mercredi le 21, c'est bien ça, a donné une conférence de presse, la première depuis son élection, où il a, disons, exposé les grandes lignes de son programme législatif pour la prochaine année. Le roi Charles III arrive à Ottawa la semaine prochaine pour ouvrir la session parlementaire par un discours du trône. Alors, je pense que le premier ministre Carney voulait mettre la table ici. Et dans son exposé liminaire, avant de prendre les questions, il a dit que la relation avec les États-Unis ne serait plus jamais la même. Il avait dit la même chose pendant la campagne électorale, mais cette fois-ci, il a insisté là-dessus. Et laissez-moi lire la phrase qui résume assez bien la direction qu'il veut prendre. J'ai déjà été très clair.
durant la moitié du dernier siècle, les relations entre le Canada et les États-Unis ont été marquées par une intégration plus grande sur le plan économique et sur le plan militaire. Mais cette période d'intégration est terminée. Nous sommes maintenant dans une position où nous collaborons si nécessaire, mais nous n'allons pas nécessairement collaborer. Donc, il a dit ça Alors, pendant la campagne électorale ou cette semaine? cette semaine, il Cette a semaine, dit d'accord. ça. Pendant la campagne électorale, il laissait OK. comprendre que la relation ne serait plus la même. Mais là, c'est on the record, comme disent les Anglais, et ça sera la politique suivie par le gouvernement canadien. Alors, on peut s'interroger, si on prend plusieurs aspects de notre relation avec les États-Unis, si c'est encore possible d'éviter cette intégration. Et ça me permet de parler du dôme un petit peu plus tard, mais parlons d'abord de notre intégration. Tu connais l'adage de Napoléon et des autres, les États ont la politique de leur géographie. Or, nous sommes prisonniers de notre géographie. Pour certains, ça a été une bénédiction, puisque notre seul grand voisin, on en a deux quand même, la Russie au nord, mais qui est peut-être pas très très proche de nous, quoique avec la fonte des glaces de l'Arctique, la Russie est de plus en plus proche du Canada, mais notre grand voisin, ce sont les États-Unis. Et ce sont les États-Unis qui ont participé à la construction de l'économie canadienne au cours, on peut dire au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant, on était plus sous la domination de la Grande-Bretagne. On s'en est extrait, mais on s'est engagé dans une relation extrêmement approfondie avec les États-Unis, qui était une relation aussi très confortable, puisque on fabriquait des produits qui étaient immédiatement achetés par les Américains. Donc, 75% de notre commerce extérieur se fait et se fait depuis toujours avec les États-Unis. Et ça, c'est vrai que ça nous a engagés dans un processus de dépendance euh, qui a provoqué un choc lors du premier mandat de Trump parce que il a mis son poing sur la table, son pied par terre en disant, bon, ben, c'est plus comme ça que ça va fonctionner. Et on a été assez déstabilisé, même si on a réussi à conclure un accord de libre-échange qui, somme toute, a l'air de satisfaire les trois partenaires nord-américains. Alors, on a cette structure économique avec les États-Unis et je me demande comment nous allons réussir à la stopper parce que l'intégration continue avec les États-Unis sur le plan économique. Et pour la stopper, il faut se retourner vers des partenaires extérieurs qui remplaceraient une partie de ce commerce, enfin, qui remplaceraient les clients du Canada par rapport à notre dépendance avec les États-Unis. Je rappellerai pour nos auditeurs que Pierre Elliott Trudeau a essayé de faire ça dans les années 70, cette fameuse troisième option qui n'a pas fonctionné. C'est vrai que la situation internationale s'y prêtait certainement moins. La Chine n'était pas une superpuissance, il n'y avait pas ces grands émergents sur la planète qui viennent aujourd'hui bouleverser l'ordre économique et politique. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on a plus de marge de manœuvre à choisir nos partenaires, mais encore faut-il se dégager Mhm. de l'étreinte américaine et ensuite tisser les liens avec les autres Ouais, puis qui vont nous permettre de diversifier notre commerce. on ne se revient pas sur un dixaine comme ça, sur des questions comme celle-là, là. Diversification d'économie, Ben, ouvrir des nouveaux marchés vers l'Europe, c'est très l'Afrique, l'Amérique difficile. latine, ça fait pas en 6 mois, On là. on Même n'a pas pas pas. cette culture, on n'a pas cet ADN au Canada, puisque pendant 80 ans, on a été endormi d'une certaine façon dans notre relation si confortable avec les États-Unis. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan militaire, je dirais que c'est encore pire. Ouais. Parce que là, vraiment, on est pieds et poings liés aux États-Unis,
que ce soit dans l'achat d'armement, que ce soit à travers le NORAD, la défense nord-américaine, que ce soit avec l'OTAN, où les États-Unis ont une place prépondérante, nous sommes dans les mailles des stratégies militaires et nucléaires américaines depuis Ouais. 1945 au moins, et ça va être très difficile de Ah s'en ben, dégager. voire même impossible, parce que À mon avis, impossible, parce que quand je regarde tant l'économie que le militaire et l'idée de se tourner vers d'autres partenaires, ben, on se tourne vers qui? ben, Évidemment, c'est moi, les Européens. ouais, Alors, mais M. Carney est parti, son premier voyage, ça a été en France et en Grande-Bretagne, où il a dit qu'il y avait des possibilités sur le plan économique et militaire. J'ai bien hâte de voir ça, parce que le pourcentage de notre commerce avec l'Europe n'a pas bougé depuis 40 ans. On est à non, c'est ça. 7-8 Puis euh, je dirais là-dessus, même si soudainement on se décidait à acheter, par exemple, des avions de chasse de Dassault ou des avions de chasse suédois, ça ne règle pas le problème pour autant parce qu'il y a beaucoup de, de pièces qui sont utilisées dans ces avions-là qui sont fabriquées aux États-Unis. Des et, systèmes, et, des logiciels, des systèmes informatiques également. Donc, les Américains pourraient refuser d'envoyer ces pièces-là il pour que. bloquerait. Donc, Mais, on ne peut pas s'en mais sortir. il y a aussi cette idée d'attirer ou de favoriser une industrie militaire canadienne pour se dégager encore là de l'emprise américaine. Je rappellerai qu'à la fin des années 50, on a essayé Ouais. de faire ça avec l'avion de combat Arrow, qui était, semble-t-il, un des meilleurs de sa génération. Il y avait des milliers d'ingénieurs canadiens qui travaillaient là-dessus, même ici à Montréal, dans les anciens locaux de Bombardier et tout. Et à un moment donné, on a mis la clé dans la porte parce que les Américains ont fait des pressions, mais on s'est rendu compte qu'on ne pouvait peut-être pas le commercialiser, Mhm. ce qui a fait en sorte que ces ingénieurs sont partis travailler aux États-Unis ou ailleurs. On a perdu le L'expertise. know-how, l'expertise pour ça. Et aujourd'hui, recommencer ça, rétablir une industrie qui serait évidemment fondée sur l'aérospatiale, parce qu'on a quand même un terreau, mais une industrie militaire, c'est plus que l'industrie aérospatiale. Et peut-être ressembler un peu à la Suède, qui, faut-il le rappeler, est capable de construire ses sous-marins, ses chars d'assaut et ses avions de combat pour une population de 10 millions d'habitants. Faut le faire quand même. Alors, nous, on a perdu ce know-how-là. Est-ce qu'on va être capable de le rétablir? En tout cas, Monsieur Carney semble le dire, il faut aller de l'avant. C'est vrai qu'il faut commencer quelque part. Moi, je lui souhaite bonne chance parce que j'ai l'impression que dans 4 ans, on va être à peu près, on va Au même toujours être à stade. 75% Ben oui. de notre commerce avec les États-Unis. Puis on va toujours Alors, puis on va continuer à acheter des F-35, puis et pour terminer là-dessus, le dôme arrive et le fait que le Canada dise on est intéressé, on va peut-être même collaborer, vient contredire ben oui. le fait qu'on veut stopper cette intégration. Parce que s'il y a quelque chose qui va nous intégrer au système américain, C'est bien c'est ça. bien la défense antimissile de Ben oui. l'Amérique du Nord, que ce soit sur le plan économique, commercial, industriel, scientifique et autres. Alors, je vois là une énorme contradiction. Ben c'est ça. Moi, ce que je trouve un peu fascinant depuis 30 jours, en fait, depuis l'élection, c'était le 25 avril, c'est ça? Mhm. Ça fait un mois, là, au moment où vous écoutez ce vidéo-là. Moi, j'ai l'impression que, enfin, ça me donne l'impression en tout cas que les électeurs libéraux, les gens qui ont voté pour Mark Carney, se sont fait cocufier parce que là, on se rend compte qu'en matière de défense, ce qu'il a dit pendant la campagne électorale, puis tu l'as rappelé, on doit se distancer des Américains puis être un petit peu plus indépendant. Et là, ce qu'il a dit cette semaine, de se joindre volontairement, parce que ça, c'est l'affirmation de Trump, apparemment, c'est Carney lui-même qui aurait téléphoné à Trump pour dire on veut faire partie de ce projet-là. C'est même pas les Américains qui nous l'auraient demandé. Donc, Mhm. en l'espace, je veux dire, un mois après l'élection, il pose un geste qui vient en contre-courant de ce qu'il a dit pendant la campagne Ouais. électorale.
Et j'ajouterai aussi l'information qui a circulé au cours des derniers jours. Le ministre Champagne a démenti l'information, mais le fait est que dans la Gazette officielle du Canada, le 17 avril dernier, les sanctions, les tarifs commerciaux contre les États-Unis ont été suspendus. Et ça, c'était Ouais, quelques jours avant l'élection. Et vous vous souviendrez, jusqu'à la veille de l'élection, c'était toujours les sanctions commerciales contre les Américains, les tarifs, alors que si on doit se fier à la Gazette officielle, ces tarifs-là auraient été suspendus quelques jours plus tôt, là. Donc là, la question se pose, est-ce que tout ça, ça a été un énorme show de boucan, cette espèce de galvaniser le nationalisme canadien, puis on ne veut pas donner le 51e État américain, ce qui est essentiellement sauver les libéraux de ce qui leur promettait être une défaite électorale ouais. historique. Contre toute attente, ils ont réussi à se faire réélire. Là, on se rend compte, quelques semaines après l'élection seulement, ben, ils sont en train, en tout cas, ils poseraient des gestes, ou en tout cas, ils disent des choses qui sont c'est un virage à 180 degrés là, par rapport à ce qui a Mm. été dit pendant la campagne électorale. Donc ça, c'est, en tout cas, ça ne va pas aider les Bon, gens qui sont sceptiques par rapport aux politiciens qui mentent, qui ne disent pas toujours la vérité et qui veulent juste se faire élire. Ça ne va certainement pas peut-être aider qu'il à- peut-être qu'il va changer d'idée sur les tarifs parce que là, Trump vient d'annoncer aujourd'hui qu'il va imposer des tarifs de 50% sur les produits européens. Alors là, on est encore dans une nouvelle chicane. Je vous ferai remarquer que dans 3 semaines, dans 3 ou 4 semaines, c'est le G7 G7 au au Canada. Canada. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde va avoir le sourire à Kananaskis. Non, mais bon, de toute façon, les trucs Voilà. des tarifs, il avait annoncé beaucoup de tarifs contre la Chine qui ont finalement été en grande partie Ouais, suspendus. Ça devient impossible de le d'expliquer, suivre. de le Ouais, suivre. Puis là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de soulever le doute suivant. Comme ça fait aucun sens, ils se réveillent le matin, ils lancent des sanctions comme ça qui sont suspendues ouais, quelques jours plus tard. Beaucoup de gens se disent, en réalité, est-ce qu'il n'est pas en train de servir ses propres intérêts de lui et de sa famille, donc la corporation Trump, ouais. en sachant qu'il va y avoir des sanctions qui vont être, des tarifs qui vont être annoncés à gauche puis à droite? Est-ce que ce n'est pas une façon, en quelque sorte, de faire une espèce de délit d'initié, puis d'être en mesure de pouvoir investir ou désinvestir dans certains endroits en sachant très bien qu'il va se réveiller un matin en lançant en signant un décret comme celui-là? Il y a des liens aussi là, avec les crypto-monnaies, les Émirats arabes unis, Ouais, ouais, le Boeing que le Qatar va offrir gracieusement aux États-Unis, alors qu'on sait très bien que la corporation Trump a énormément d'intérêts au Moyen-Orient, en Arabie saoudite en particulier, ouais, mais aussi au Qatar. Donc, en tout cas, ça va être à surveiller, mais en tout cas, le fait ouais. que sa politique tarifaire, il n'y a pas de. Il y a plus de logique, là. Là, on est 3 mois après son élection, puis on n'est pas capable de vraiment expliquer c'est quoi Ouais. la logique derrière tout ça, là. On va voir Donc, comment ça va se dérouler. ouais. Bon, ben écoutez, moi, je vais parler. Le dernier sujet aujourd'hui. Ben, j'ai accordé une entrevue à la télévision kazakh. Ils ont une espèce de balado, comme on le fait à chaque semaine. Ils discutent des relations internationales, des affaires globales. Puis j'ai déjà participé 3 ou 4 fois à leur émission. Puis cette semaine, ils avaient demandé de discuter d'un sujet très particulier. C'est la baisse du prix du baril de pétrole. Écoutez, là, je regarde en ce moment, aujourd'hui, le Brent, le baril de pétrole, se vend, est à 64 $. 64 $ alors qu'en janvier, c'était à 80 $. Ah oui, En février 2022, c'était, attends un petit peu, c'était euh, 2021, ça avait atteint, c'était au-dessus de 100 $. C'était au-dessus de 100 $ au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais OK. là, c'est ça, c'est rendu à 63 $. Et puis, il y a une baisse. Depuis le mois de janvier, il y a une baisse. C'est passé de 80 $ à 63 $. Au mois d'avril, ça a baissé à 54 $. Donc, la question qu'il m'avait posée, puis j'ai trouvé ça intéressant, c'est quoi les causes? C'est quoi les causes de ça? Pourquoi est-ce que le prix du baril de pétrole baisse comme ça? Puis, c'est quoi les conséquences que ça peut avoir sur la géopolitique, puis en particulier la Russie? Donc, d'abord, le problème, ce n'est pas une baisse de la demande.
il y a toujours de plus en plus de demandes pour le pétrole, Mhm. puis les analystes s'entendent pour dire qu'il n'y aura pas une baisse de cette demande-là pour au moins la prochaine décennie, jusqu'en 2034, jusqu'en 2035, où là, les choses pourraient changer, mais pour les 10 prochaines années, la demande ne va faire qu'augmenter. Donc, si le prix du baril baisse, le problème, ce n'est pas une baisse de la demande, c'est qu'il y a une surproduction, il y a une suroffre de pétrole qui n'est pas en mesure d'égaler la demande. Bon, vu le principe économique là, d'Adam Smith. Et maintenant, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a une surproduction de pétrole? D'abord, Trump, pendant la campagne électorale, vous vous souviendrez là, de sa fameuse phrase Drill, baby, drill. Il avait promis de faire baisser les prix à la pompe pour les consommateurs. Et puis, il a réussi, là. Je vous donne OK. je vous donne les chiffres. Euh, En ce moment, c'est à peu près à 3,25 $ du gallon, alors qu'il y a quelques années, c'était au-dessus de 4 $. Donc, effectivement, les prix à la pompe aux États-Unis ont baissé. Ben, Et ça s'explique par le fait qu'il y a une surconsommation. Il y a plus d'offres que de demandes, donc ça amène à une baisse des prix. L'autre chose aussi, c'est qu'habituellement, la croissance, l'augmentation du prix du baril de pétrole suit toujours les perspectives positives de croissance économique globale. Donc, s'il y a un risque de récession mondiale, habituellement, historiquement, le prix du baril de pétrole a toujours tendance à baisser. Vous savez comme moi, les États-Unis ont 50 des chances d'entrer en récession d'ici la fin de l'année. Et puis toutes les menaces de tarifs que Trump lance à gauche et à droite, ça pourrait aussi l'entraîner une crise de surproduction, notamment en Chine. Et si c'est le cas, l'économie globale pourrait entrer en récession. Donc, c'est une cause, c'est ce qui pourrait aussi expliquer la raison pour laquelle les prix du baril de pétrole sont en train de diminuer. La troisième raison, puis ça, je vais développer ce point-là un petit peu plus longuement. Troisième raison, c'est que vous avez des pays membres de l'OPEP plus, donc l'Organisation des pays producteurs de pétrole plus, qui ne respectent pas les quotas de production. Donc, en fait, c'est un cartel. Hein. L'OPEP, c'est un cartel. Ils veulent maintenir les prix à un certain niveau, donc ils s'entendent tous ensemble. Donc, la demande va être à tel niveau, donc il faut s'assurer que l'offre va être légèrement en dessous ou va équivaloir à la demande pour que les prix soient relativement stables. Puis, comme c'est des pétromonarchies, ils ont besoin de s'assurer que les prix vont rester relativement stables. Vous avez des mauvais joueurs dans cette organisation-là qui surproduisent, qui ne respectent pas leurs quotas. Vous avez notamment l'Irak, mais vous avez aussi le Kazakhstan qui ne respecte pas ses quotas. Puis la raison pour laquelle le Kazakhstan ne respecte pas ses quotas, c'est que le Kazakhstan voit une opportunité d'affaires absolument exceptionnelle. L'Europe a besoin de pétrole, l'Europe a besoin de gaz naturel. Puis là, avec les sanctions contre la Russie, même si l'Europe continue à importer du pétrole et du gaz russe, au cours des prochaines années, c'est vraiment l'objectif là, de cesser complètement Mhm. l'importation ces ressources naturelles-là de la Russie. Donc, ils doivent ouvrir des nouveaux horizons, des nouvelles sources d'approvisionnement. Puis Kazakhstan voit cette offre-là, cette possibilité-là, les yeux grands ouverts en se disant on va en profiter, puis on va devenir le principal fournisseur de pétrole et de gaz à l'Europe. Donc, c'est la raison pour laquelle ils surproduisent pour envoyer le plus, pour être en mesure de rencontrer la demande des Européens. Et évidemment, ça ne fait pas l'affaire des Russes. Parce que si le Kazakhstan surproduit, ça mène à une baisse du prix du baril de pétrole. Puis si le prix du baril de pétrole baisse, ben ça, en quelque sorte, ça vient mêler les cartes dans dans la préparation du budget de la Russie. Parce Mhm. que la Russie, en 2025, a établi son budget sur la base d'un prix du baril de pétrole à 69 $ et 70 sous. Donc là, si ça baisse en bas de ça, la Russie ne fait plus d'argent. Puis pour être en mesure de compenser, ils doivent utiliser leurs fonds souverains. Puis leur fonds Ah oui. souverain, depuis 2022, a quand même fondu comme neige au soleil, là. Il y avait à peu près 100 milliards de dollars de ce fonds souverain-là. Puis en ce moment, ça oscille entre 35 et 40 milliards. Donc, il est quand même fondu. Donc, si le prix du baril de pétrole est trop bas, le fonds souverain russe va aussi continuer à diminuer. Puis ça va miner la capacité de la Russie à pouvoir développer son armement, son industrie de guerre, parce que là, ils investissent à peu près 40 de leur PIB dans l'industrie de PIB. la Mhm. défense. Ça coûte extrêmement cher et à terme, ça pourrait miner sa capacité à poursuivre son effort de guerre en Ukraine s'ils ne sont pas capables de financer tout ça. Donc, et le problème, c'est que le Kazakhstan aussi, 95
Entre 90 et 95 de ces exportations de pétrole et de gaz naturel se font par des pipelines russes. Mhm. Donc, la Russie a un levier par rapport au Kazakhstan Ouais. et il l'utilise. Il l'utilise. Au début du mois d'avril, ils ont freiné l'exportation du pétrole kazakh à partir de ports en Russie. À l'été Mhm. 2022, ils ont imposé un moratoire de 30 jours sur l'exportation du pétrole kazakh par le biais du pipeline russe pendant 30 jours, en plaidant qu'il y avait des violations des lois environnementales, là. Mais le message, c'était, vous êtes un mauvais joueur. Et vous êtes en train, là, en quelque sorte, là, pardonnez-moi l'expression, mais de fucker nos affaires. On n'est plus capable d'équilibrer notre budget parce que vous surproduisez du pétrole. Et là, Mhm. le Kazakhstan, ce qu'on essaie de faire, on en parle depuis 30 ans, mais là, le projet, ils veulent l'accélérer, ils veulent que ça se concrétise. Le Kazakhstan veut construire un pipeline sous la mer Caspienne qui permettrait au pays de vendre directement son pétrole et son gaz sans passer par la Russie. Donc, je vais mettre Ah une oui, carte les à l'écran. contourner. Le Ouais. contourner. Je vais mettre une carte à l'écran. Donc, le pipeline permettrait de passerait directement sous la mer Caspienne Mhm. et arriverait à Bakou, en Azerbaïdjan. Ensuite, passerait via la Géorgie et ensuite vers le sud via la Turquie. Puis, à partir de ports turcs, c'est là où le pétrole et le gaz kazakh pourraient être exportés par la suite en OK. Europe. Donc, c'est un projet de plusieurs milliards de dollars, mais qui garantirait la souveraineté du Kazakhstan par rapport à la Russie sur une question aussi stratégique que celle-là. Or, vous comprendrez bien que la Russie n'est pas contente de ce projet-là et là menace d'utiliser son veto pour empêcher la construction de ce pipeline-là, parce que la mer Caspienne, c'est co-géré par tous les pays qui ont des zones limitrophes sur cet espace-là, dont la Russie. Donc, la Russie menace d'utiliser son veto et plaide encore une fois la possibilité qu'il puisse y avoir un désastre environnemental Ben sans oui. précédent. Donc, c'est drôle à quel point tu sais, la carte de l'environnement, ça peut être utile quand on veut Oui. faire des projets qui ne font pas notre affaire, mais vous avez aussi l'Iran, qui est aussi un pays limitrophe à la mer Caspienne, qui ne voit pas ça d'un bon œil non plus, là. OK. Donc, il y a une tension géopolitique dans la région en ce moment autour de la question du pétrole, parce que, encore une fois, le Kazakhstan veut garantir sa souveraineté, son indépendance, puis être en mesure de faire ce qu'il veut Ouais. avec les ressources naturelles, mais vous vous rendez compte que la vente de pétrole et de gaz naturel, vous avez le cartel là, qui vous surveille, Ouais. vous avez l'OPEP, ça ne fait pas leur affaire que les prix baissent comme ça parce que vous avez des mauvais joueurs qui surproduisent. Puis dans le cas des Mhm. États-Unis, ben, l'OPEP n'a absolument aucun contrôle sur les États-Unis qui ne font pas partie de l'organisation ni de l'extension l'OPEP+. Donc, Plus. euh, mais vous avez cette dynamique-là en ce moment. Euh, Moi, ce que j'ai lu, c'est pas dramatique encore pour la Russie, le financement de son effort de guerre. Pour que ce soit véritablement dramatique, il faudrait que le baril baisse aux alentours de 25 $. Oh. Là, ça aurait Ouais. un impact vraiment considérable. Mais on se souviendra, en 1986, le prix du baril de pétrole était baissé à 12 piastres. 12 $ OK. le baril. Puis ça avait accéléré l'effritement puis l'effondrement de l'Union soviétique. Non. À ce moment-là, comme maintenant, dépendait de la vente de son pétrole et de son gaz pour pouvoir équilibrer son budget, financer tous ses projets. Donc, ça va être à J'imagine surveiller. qu'aujourd'hui, les membres de l'OPEP ne sont pas intéressés à ce que le prix du baril tombe à ce niveau-là. Non, Ils veulent effectivement. certainement le maintenir autour de 65. C'est ça. Mais imaginez la conjoncture suivante. Vous avez en ce moment une surproduction causée en partie par les États-Unis, l'administration Trump qui veut faire baisser les prix à la pompe. Mais admettons que vous avez une énorme récession globale qui frapperait la planète tout Ah, entière. ben oui. Là, vous auriez une baisse de la demande aussi. Oui. Et Et donc, au moment du COVID, à l'été 2020, le prix du baril de pétrole avait baissé, c'est ça, aux alentours, je pense, de trentaine de dollars. OK. Je vais essayer de. Attendez un petit peu, je vais retrouver la statistique pour ne pas vous induire en erreur. Euh, 36 $. Donc, Ah oui. le 25 mai 2020, tu à 36 $.
OK. Donc, on n'est pas encore à des niveaux de 25 $ ou de 10 Non, mais on mais s'en rapproche. vous savez, une conjoncture comme ça, surproduction, qui pourrait se combiner à un moment où il y aurait une baisse de la demande, Mhm. Ouais. là, ça pourrait vous coûter moins cher à la pompe. Oui, oui, Les, les- mais les gens qui ont des voitures pourraient il bénéficier y de la aurait, il y situation. aurait d'autres Il y incidences aurait plus importantes. Exactement. Donc, ça va être intéressant à OK. surveiller. Sur le plan géostratégique, c'est passé sous silence, mais au contraire, je pense que ça ne devrait pas être le cas. C'est un enjeu de première importance qui va être surveillé. Ben, Puis merci. ça me place au centre de ce grand jeu-là. Voilà, Puis tu es revenu. voilà. OK, Bon, mon ben, cher. écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce 36e épisode. Donc, écoutez, encore une fois, partagez, likez l'épisode, parlez-en à vos amis, téléchargez-le, écoutez-le en voiture. Ça nous aide évidemment. Il faut nourrir, il faut entretenir l'algorithme. Puis, on vous souhaite sur ça une très bonne semaine. Puis, on vous revoit dans quelques jours pour le 37e épisode. Au revoir tout le monde. Au revoir.